Eh bien bonjour, vous êtes avec Outreplum. Et aujourd'hui, je souhaite vous conter la deuxième édition de World of Warcraft Classic 2 sur Simple Wars, qui est en fait la cinquième édition, qui est donc la suite d'une histoire uchronique, qui du coup continue dans cette uchronie à partir du monde de World of Warcraft comme origine. Le but c'est à la fois de mêler des guerres stratégiques et du jeu de rôle, ce qui fait que ça fait un mélange qui est plutôt apprécié. Tout en gardant le côté humain, vu que c'est pas géré par un jeu vidéo, mais par un maître de jeu. Un long hiver se termine. L'Alliance comme la Horde, les deux factions majeures, ne sont plus. Les elfes de la nuit ont bâti un empire. Des peuples rejetés s'unissent dans les déserts sablonneux. Les elfes de sang sont de retour après une longue absence. Des morts-vivants, des dragons et des orques tiennent la cité de Hurlevent. Une puissante et mystérieuse magie rôde dans le nord. Pour couronner le tout, le roi Lich s'est réveillé, porteur d'un message de protection face à une éventuelle fin du monde. Personne n'a plus confiance en personne. Le monde a changé en quelques années. Et il changera encore. Voici les différentes factions qui vont marquer ce monde. Dans le sud de Kalimdor, des peuples rejetés se sont unis pour survivre à l'hiver. Centaures, Hurons, ogres, gnolls, gobelins et même des rescapés de la Horde qui étaient fortement mis à mal, pour ne pas dire détruites. Ils se sont rassemblés, tous, pour combattre au nom de la liberté. La question reste de savoir si leur culture commune de la force brute les mènera à la victoire ou au désespoir. Les Calderais, ou elfes de la nuit, ont le mieux résisté au dernier grand hiver apocalyptique. Leur nouvel arbre-monde, Teldrassil, a été laissé à l'abandon, après sa prise par la Horde. Les Calderais se sont regroupés au mont Hyjal, autour de Nordrassil, leur premier arbre-monde. Ils ne semblent pas avoir été affaiblis par l'hiver, bien au contraire. Les elfes de la nuit ont réalisé le rituel de la guerrière de la nuit, dans un but de vengeance. Et dans leur nouvel empire, ils sont prêts à faire payer à tous ces étrangers qui sont venus semer le trouble. À voir si cette haine les mènera à la victoire ou à leur autodestruction. Les elfes de sang, aussi appelés signes d'oreille, sont de retour. Ils sont menés par le prince Kael'thas au soleil, qui a envoyé des messagers à travers toute Azeroth. Tous les elfes de sang sont conviés à retourner à la capitale, parce que leur prince aurait trouvé une solution à leur problème de dépendance magique. Les anciens hauts elfes reviennent pour reprendre leur place dans le monde. Ils se sont alliés en parallèle de cela aux humains des royaumes oubliés, de Lordaeron et de ses alentours. Ensemble, ils forment le pacte de sang, prêts à faire renaître la gloire des nations passées. Au Norfandre, il y a l'égide de Givre. Le roi Lich s'est réveillé. La fin de cet hiver est le début d'un nouveau règne. On ne connaît pas encore les motivations claires de celui-ci. En tout cas, certains sont prêts à lui faire confiance pour reconstruire son monde. Ce sont les seigneurs de Givre qui dirigent les peuples du Norfandre. Tous ne croient pas que le roi Lich est la menace, mais le voient plutôt comme un protecteur. Mais contre quoi? Le fléau mort-vivant sera-t-il un bouclier ou une lame qui vous frappera en plein cœur? Il reste ensuite la Grisentante. Après la prise de Hurlevent par les réprouvés, Sylvanas s'est débarrassé de ses conseillers qui, en réalité, travaillaient pour le roi Lich. Afin de pouvoir les renverser, elle s'est alliée avec des dragons noirs et des orques, ainsi que la noblesse de Hurlevent. Orques et humains ne s'aiment guère, mais Sylvanas tente de maintenir un semblant de cohésion. Du côté du Norfandre, et donc de l'égide de Givre, les conseillers qui étaient loyaux à Arthas, anciennement réprouvés, ont été rapatriés en Norfandre, avec le dernier conseiller qui gérait Hurlevent,
un certain Alonso Padley. Grâce à la diplomatie et la stratégie du meilleur conseiller des réprouvés d'autrefois, un certain Alaroc, les Gîtes de Givre avaient conscience que toutes les autres factions d'Azeroth étaient prêtes à se liguer contre elle. Alors, elle dut leur révéler cette histoire de dieux très anciens. Comme quoi, il fallait les vaincre tous avant qu'ils ne sortent de leur prison. En parallèle de ça, il y avait Kel'Thuzad. Kel'Thuzad était une liche au service d'Arthas. Et afin de combattre pour son maître, il fit croire qu'il s'était lui-même révolté contre Arthas, en disant qu'il était beaucoup trop lâche à affronter le monde, mais qu'il était à présent temps de frapper pour transformer tout le monde en mort-vivant, alors qu'Arthas avait plutôt souhaité une coopération. C'était en fait un complot. Kel'Thuzad avait donné rendez-vous dans une ancienne cité détruite. C'était en fait un piège. Il y attira Tyrion Fordring, un prestigieux paladin qui voulait à tout prix la suppression d'Arthas, le roi Lich. C'était un peu son pire ennemi dans les royaumes de l'Est, si on excluait la reine des réprouvés. Sans pour autant faire accuser le roi Lich, Tyrion disparut ainsi. Il restait tout de même Sylvanas Coursevent, qui était un grand ennemi d'Arthas. Elle était prête à envoyer une flotte, presque l'entièreté de ses forces, contre le fléau mort-vivant, mais un certain Asanko, un des bras droits d'Arthas, réussit à convaincre la générale de Sylvanas que les réprouvés et le fléau ne devaient pas se battre. Ainsi, en privilégiant la paix jusqu'au dernier moment, le fléau put reconstituer ses forces pour frapper lors des dernières batailles. Du côté de la cohorte libre, il y avait Thrall, un ancien chef de guerre, et Sorcro, deux héros orques qui étaient autrefois la fierté de la Horde. Malheureusement, Thrall avait un petit peu laissé faire un nouveau chef de guerre qu'il avait nommé après lui, menant à la quasi-destruction de la Horde. Ensemble, les deux orques décidèrent d'entreprendre un voyage vers Draenor. Ils avaient entendu parler des elfes de sang et de certaines rumeurs comme quoi ils avaient réussi à justement aller dans Draenor, leur ancien monde. Ils laissèrent la cohorte libre à Akikax, un gobelin qui était parmi les conseillers de la Horde d'autrefois, et le dernier en qui le peuple avait confiance. Il dut faire en sorte de beaucoup prendre sur lui, avec des chefs centaures par exemple, et bien d'autres brutes. Mais au final, il réussit à mener tout ce petit monde jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Lorsque l'ensemble des peuples d'Azeroth étaient prêts à se liguer contre le fléau, c'est Akikax qui révéla au roi Lich l'entreprise des autres factions. Car il avait plus confiance en le roi Lich qu'en toutes les autres qui haïssaient la Horde et qui, du coup, par généralisation, haïssaient la cohorte libre. Néanmoins, les personnes que détestait le plus Akikax, c'étaient les conseillers elfes de la nuit, qui avaient formé l'Empire de l'Éclipse. Il réussit peu à peu à gagner l'opinion de plusieurs factions, et même du coup à retourner la haine qu'il y avait autrefois envers la Horde vers les elfes de la nuit. Ils formèrent un siège, le siège d'Orneval, avec le fléau et les forces du nord des royaumes de l'Est. Les elfes de la nuit furent grandement impactés par cela, mais nous y reviendrons. Malheureusement, cela n'était plus assez pour Akikax, et cédant de plus en plus vers la folie, il se laissa embarquer par la corruption d'un centaure qui était lui-même corrompu par une arme démoniaque. Cela se conclut par la corruption de la cohorte libre. Ils étaient prêts à faire revenir la Légion Ardente une fois encore. Ils s'allièrent même au fléau une dernière fois, en espérant pouvoir l'emporter face aux dieux très anciens, qui étaient, disons, les pires ennemis de la Légion Ardente. L'Empire de l'Éclipse était la faction qui avait le mieux résisté à la guerre de l'hiver, mais leur haine
les poussait à purger Azeroth du reste de ses autres factions, car il les jugeait comme responsables de tout leur malheur, en particulier la Cohorte Libre, les vestiges de la Horde. Néanmoins, il devait rester intelligent, et commencer d'abord par se faire des alliés. Ils rejoignirent toutes les factions pour s'opposer au fléau mort-vivant. Mais lorsque le fléau indiqua qu'il avait pris connaissance de cette alliance, disons que l'accord fut quelque peu gelé. Le druide Malfurion Hurlerage fut réveillé à la demande de la matriarche Tyran de Murmevant, mais une dispute éclata. Une dispute dans le sens où les elfes de la nuit, qui avaient accompli le pacte de la guerrière de la nuit, étaient transformés, rendus plus forts par la colère, mais cette colère pouvait aussi les mener à leur autodestruction. Malfurion souhaitait qu'on annule ce rituel. Tyrande, elle, y était opposée, et enfin, Fandral Forte Ramure s'allia avec les conseillers et soutenut une sorte de coup d'état. Il voulait simplement qu'une partie des elfes qui le souhaitent restent des guerriers de la nuit, tout en envoyant d'autres voies pour progresser face au reste du monde. Cependant, tout fut bouleversé lorsque le mont Hyjal entra en feu. Ragnaros, le seigneur élémentaire du feu, était de retour. Fandral, qui avait commencé à semer les graines pour ce futur, réussit à convaincre les conseillers de s'allier à Ragnaros. Ainsi, il eut l'alliance des guerriers de la nuit, mais aussi des druides de la flamme. Et avec ces deux forces combinées, il pensait pouvoir l'emporter sur tous les autres. Mais la Cohorte Libre fit en sorte d'avertir les autres factions de ce qu'il se passait au nord du continent de Kalimdor. Et ainsi, toutes les factions, excepté la Grisentante, menèrent un siège à Orneval. Les elfes de la nuit n'eurent d'autre choix que sacrifier une partie de leur peuple, faisant croire que Ragnaros était devenu fou et les avait détruits, afin de fuir. Quelques réfugiés allèrent à Teldrassil, leur ancien arbre-monde qui avait été abandonné, pendant que les soldats, eux, rejoignirent le sud de Kalimdor en contournant tout le continent via des bateaux. Ils firent une nouvelle alliance avec un seigneur élémentaire, Alakir. Les conseillers vétérans des elfes de la nuit, qui avaient survécu à la guerre de l'hiver, Apalilalante et leur grand chef, Idurion, n'avaient plus qu'un but. Tout ce qu'ils avaient fait jusqu'ici était pour la survie de leur peuple, qu'importe le prix, même s'il fallait combattre au nom des dieux très anciens, qui semblaient être les seuls à pouvoir les mener à leur fin. Les dieux très anciens, parlons-en. La Grisentante était instable. Sylvanas décida même finalement d'abandonner le conseil de la Grisentante, ce qui fit monter d'autant plus les tensions. La dame des réprouvés voulait à tout prix détruire Arthas, mais voyant que elle n'avait pas vraiment tout pouvoir ici, elle décida de rejoindre sa capitale pour accomplir sa vengeance. Mais avant de partir, Sylvanas avait réussi à mener l'ancien conseiller de Hurlevent, Alonso, qui avait rejoint le fléau, dans un piège. Elle coupa son lien télépathique avec le roi Lich, en brisant son bâton, qu'il n'avait pas totalement corrompu. Et Alonso fut de retour aux commandes de Hurlevent, accueilli comme le vétéran. Il profita de l'alliance de toutes les factions face au fléau pour commercer, particulièrement avec la Cohorte Libre. Ensemble, ils s'enrichirent. Il fit aussi un pacte avec Kel'Thuzad en recevant un crâne d'Archélige qui lui permit de réanimer des armées de morts-vivants. Alonso ne savait pas vraiment ce que voulait Kel'Thuzad, mais disons qu'il s'était mis d'accord sur une domination du monde pour lequel ils pourraient se battre une fois qu'ils auraient atteint tous deux le sommet de leur puissance. Ou bien tenter une alliance durable pour finalement refaire le monde à leur façon. Mais Alonso tenta aussi de s'allier avec les dragons noirs, et par leur biais, il réussit à s'allier avec Eldemort et les dieux très anciens. Eldemort était le plus grand des dragons de la Terre. Il s'était réveillé déclenchant le cataclysme sur le monde. C'était notamment pour ça que le mont Hyjal était parti en flammes. Mais il y eut vraiment des catastrophes partout dans le monde.
Alonso mena doucement mais sûrement sa capitale vers le culte des dieux très anciens. Le roi de Hurlevent, lui, était totalement manipulé, comme une marionnette, une figure de proue. Tous ne voulaient pas de ce culte. Une guerre d'opinion commença, et il y eut même une révolte. Le port de Hurlevent fut détruit par Van Cleef, ancien chef de la confrérie des Fiats qui faisait partie des révolutionnaires. Il y avait aussi le général Curzen, qui avait fait stationner des troupes de rebelles dans les jungles de Stranglerons, qui prirent la porte de Hurlevent, tandis que des nains s'étaient infiltrés par l'ancien couloir de train qui liait Hurlevent à Forgefer, la capitale des nains. Tout cela était en fait mené par une autre conseillère, une certaine Blanche de Talleyrand. Alonso avait pris connaissance de cette révolte qui se préparait. En effet, Blanche s'était concertée avec Bolvar Fordragon, qui de son côté était aussi prêt à prendre Hurlevent en commençant par la place de la cathédrale. Mais Bolvar Fordragon avait parlé lui-même de ce plan à l'archevêque Benedictus, qui travaillait depuis tout ce temps secrètement pour les dieux très anciens. C'est lui qui mit Alonso au courant de cette révolution. Et ainsi, lorsque la ville fut en proie à la guerre civile, malgré la victoire visible des révolutionnaires, tout s'annula. Benedictus avait prévu un piège magique qui se referma sur les conseillers dissidents et sur toutes les têtes pensantes de manière générale des révolutionnaires. Les quelques ressortissants de la ville qui n'avaient pas été tués ou prisonniers rejoinrent le nord des royaumes de l'Est. Pendant ce temps, Hurlevent asservit ses prisonniers et en fit des marionnettes au nom des dieux très anciens, qui deviendraient les soldats formant une armée du vide. Alonso pouvait à présent se proclamer librement héros des dieux très anciens. Les elfes de la nuit, qui eux aussi s'étaient alliés à ses maîtres, les rejoinrent pour l'affrontement final. Ensemble, ils formèrent l'écoute violine. Le pacte de sang. Les anciens royaumes du Nord des royaumes de l'Est. Quand ils eurent connaissance du retour du roi Lich, ils étaient plutôt méfiants, mais firent en sorte de garder leurs ennemis proches. Mais c'est aussi eux qui furent à l'origine du traité de toutes les factions qui seraient prêtes à bloquer le Norfandre. Alors que Lune d'Argent avait terminé d'être reconstruite, les elfes de sang perdirent malheureusement contact avec leur bien-aimé prince, Kael'thas, resté en d'autres terres. Ils durent trouver une magie de substitution à celle démoniaque qu'avait apporté leur prince. Leurs choix se portèrent vers une vieille mais puissante pierre élémentaire qui les lia à Terrazan, seigneur élémentaire de la terre, appelée aussi la pierre mère. Un des héros du pacte de sang, Lilith Bloodwish, un petit peu particulière, réussit à maximiser les amitiés diplomatiques et même à faire passer la faction pour amie aux yeux du fléau. Le pacte de sang était formellement opposé au retour des dieux très anciens. Ainsi, ils étaient prêts à aider les rebelles de Hurlevent face à Alonso le dictateur, mais aussi à participer au siège d'Orneval pour s'occuper des elfes de la nuit qui avaient visiblement dégénéré. Lors du siège d'Orneval, c'est un torrent de flammes qui s'abattit sur les forces de la cohorte libre, du pacte de sang et de l'égide de givre. Et Winfred Spalding, qui notamment fit en sorte de réconcilier pour une alliance de circonstances la croisade écarlate et les réprouvés, jusqu'à la dissolution du fléau, dut se sacrifier pour sauver les autres conseillers présents à la bataille. Le pacte de sang fit prisonnier les conseillers elfes de la nuit, officiellement. Mais officieusement, ils furent invités à leur capitale. Disons que le pacte de sang fut un petit peu naïf par rapport à ça, laissant même les elfes de la nuit repartir de leur côté, en pensant qu'ils pourraient trahir Alonso. En réalité, les elfes de la nuit jouaient un double jeu et s'allièrent donc à Alonso. Il y avait aussi le conseiller Dreyfus, qui mena une expédition dans les terres foudroyées, déclenchant indirectement la réouverture de la porte des ténèbres. La Légion ardente était de retour. Et elle avait aussi ses agents en Kalimdor qui avaient réussi à corrompre la cohorte libre. Elle pouvait ainsi jouer sur deux fronts. Mais grâce à cette ouverture de la porte des ténèbres,
Dreyfus retrouva le prince Kael'thas, et ensemble, ils revinrent à Lune d'Argent avec les forces royales. Kael'thas, par le biais de son maître Illidan, et donc de ses alliés les Illidari, était prêt à aider à sauver le monde de la Légion Ardente, mais aussi des autres menaces, le fléau et les dieux très anciens. Mais il fallait procéder par élimination. D'abord, ils s'allièrent avec les dieux très anciens pour contrer la Légion Ardente et l'Égide de Givre, ce qui les fit gagner. Ensuite, toutes les forces qui n'étaient plus alliées aux dieux très anciens rejoignirent le pacte de sang, et ainsi ils réussirent, après de nombreuses pertes, à vaincre les forces des dieux très anciens. Ils traquèrent Eldemort avec l'aide des aspects draconiques, protecteurs du monde, et le blessèrent très gravement. Eldemort réussit à s'en sortir, mais se cacha et disparut pendant les années qui suivirent. Kalimdor, le continent de l'Ouest, fut quasiment détruit. Les royaumes cramoisis, le nom donné au nord des royaumes de l'Est, sont devenus les dernières terres viables. Tout le reste fut détruit ou corrompu par la guerre, par cette guerre magique. Mais le pacte de sang était prêt à rebâtir le monde à présent. Malfurion, dernier guide des elfes de la nuit, et après le départ des conseillers corrompus, tenta de ramener son peuple vers la sérénité. Il réussit à raisonner son ami Tyrande comme quoi il fallait annuler le rituel des guerriers de la nuit. Puis ensuite, l'archidruide alla voir le pacte de sang, demandant de faire une paix durable. Le pacte de sang fut mitigé. Il ne décida pas de tuer Malfurion, mais de l'emprisonner. Ainsi, les relations entre elfes de la nuit et pacte de sang étaient de nouveau prêtes à flancher. Les anciens de la Horde, survivants de la cohorte libre, qui avaient réussi à échapper à la corruption, se retrouvèrent donc tous en Outre-Terre, rejoignant Thrall et Sorcro, qui étaient les premiers arrivés. Ils avaient à présent un objectif, réunir tous les orques qui étaient restés hors de la corruption dans l'Outre-Terre, peut-être pour pouvoir reformer une horde. Les réprouvés, du moins la grande majorité de leurs armées, disparut au Norfandre, sans qu'on ne sache ce qu'il advint de Sylvanas ni du roi Lich. Le glacier de la couronne de glace fut néanmoins détruit pendant ce qu'on appelle l'heure du crépuscule, lorsque les dieux très anciens se manifestèrent dans le monde par leurs serviteurs, tout en cumulant l'arrivée des démons de la Légion Ardente, et ainsi les forces qui étaient prêtes à défendre Azeroth. Hurlevent, qui était le dernier bastion des dieux très anciens, fut détruit, en bonne partie. On n'a vraiment plus de nouvelles de ce qu'il advint du seigneur élémentaire du feu et du seigneur élémentaire de l'air restés en Kalimdor. Les seigneurs de l'eau et de la terre allèrent les affronter, mais on ne connut pas l'issue. Cependant, le cataclysme était terminé. La Légion Ardente repoussée, et les dieux très anciens également. Le pacte de sang était la dernière force survivante et celle qui avait réussi à triompher. Ainsi, ils étaient prêts à reconstruire Azeroth.